Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier du Club Impact Positif. Donc voilà, ça sera l'avant-dernier avant la pause estivale. Donc merci à tous de participer. Je sais que voilà, ça prend un petit peu sur le temps de midi pour tous, donc on est très content d'avoir des participants très assidus depuis le début de l'année. Donc aujourd'hui, on va parler marque employeur et RSE. Donc je sais que dans l'auditoire, il y a à la fois des spécialistes de la RH, mais aussi de la RSE. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Oana Balesta, qui est directrice des ressources humaines de la société Applix. Je me trompe? Pas ressources humaines. Bon, des RH, ça c'est bon? Ça, c'est bon. OK. DRH de la société Applix, donc qui va nous parler, alors bien sûr, des enjeux RSE et RH de son entreprise. On parlera millennials aussi, parce que voilà, c'est un groupe bien particulier qui a des attentes aussi très particulières. Et Oana nous parlera d'un rapport de force inversé avec ce public. Et puis, on parlera concrètement des actions RSE mises en place par Applix sur le plan tout à fait opérationnel et en quoi ces actions permettent de répondre à des enjeux RH. Voilà, j'en ai fini. Je vous laisse écouter attentivement Oana. Bien entendu, ce qu'on s'est dit, c'est que vous pourrez poser vos questions soit via le chat, soit en direct à Oana au fil de l'eau. Et puis, on se laissera du temps à la fin de l'intervention d'Oana pour traiter l'ensemble de vos questions ou remarques par rapport à cette intervention. Voilà, j'en ai fini. Bienvenue Oana et merci encore de ta participation. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, j'ai la chance de m'occuper des richesses humaines d'Applix. Applix, pour situer, c'est une entreprise dont le siège est actuellement donc, au Cellier, qui s'appelait jusqu'à il y a 25 ans à peu près Velcro. Comme ça pose un petit peu le thème des produits qu'on fabrique chez nous, à savoir que nous sommes le fabricant français historique de ce qu'on appelle l'auto-agrippant, ou plus communément appelé le scratch, sachant pour le coup qu'on est pas du tout sur les baskets des enfants des uns et des autres. Ça fait bien longtemps que c'est un produit qui est tombé dans le domaine public, de même que le nom Velcro, d'où le fait qu'on a dû se rebaptiser et prendre le nom d'Applix. Et pour expliquer un petit peu rapidement la stratégie donc, de notre entreprise, aujourd'hui, Applix, c'est 1000 collaborateurs au niveau mondial, 500 à peu près en France. Le siège social et le site de production principal se trouve donc au Cellier, en région nantaise. Nous avons un autre site de production à Pontchâteau, ça se trouve à une petite heure du Cellier. Puis on a des sites industriels sur les 3 continents les plus représentatifs pour notre chiffre d'affaires. La stratégie étant d'être vraiment au plus près de nos clients sur les différents marchés, à savoir en Asie, où on a une usine à Shanghai, qui a bien souffert ces temps-ci. Je parle du confinement. 2 usines aux États-Unis et une autre au Brésil, dans la région de Sao Paulo. Voilà pour l'activité. Pourquoi je vous disais on a une stratégie particulière, c'est que pour justifier nos produits, un développement et un avantage concurrentiel, on vit véritablement sur la durée de brevet de nos produits. Donc, on est vraiment sur une culture d'innovation permanente. Et on a un impératif toujours, au bout de 15, 20 ans, 30 ans, enfin tout dépend des différents brevets, de se réinventer en profondeur et de proposer à chaque fois des produits avec des avantages concurrentiels bien spécifiques, sachant qu'on ne travaille que dans le B2B directement avec nos clients, avec qui on développe en direct des solutions spécifiques pour des fixations et des fermetures. Ce qui fait que donc on a un vrai savoir-faire en interne. Nous, on n'invente pas que le produit, on invente aussi
toujours la ligne, le processus industriel qui développe et qui va fabriquer ce produit. C'est que pendant très très longtemps, une des caractéristiques d'Applique, c'était la confidentialité. Alors, excuse-moi, Wana, on a quelques bruits parasites. Ouais, c'est bon. La personne qui vient de nous rejoindre a coupé son micro, donc c'est bon, on peut continuer. D'accord. Je disais donc qu'on a très longtemps eu cette culture du secret pour se protéger. Ça a toujours été légitime. Et à la limite, on intriguait plus les gens en se disant mais qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer dans cette usine miroir c'est un site architectural un peu spécifique, notre usine. Et donc, c'est pas du tout dans notre culture forcément de communiquer et de mettre en avant ce qu'on fait et tout ce qu'on met en place. Donc, je vais peut-être décevoir un certain nombre de personnes parce que je vais vous parler aussi beaucoup de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et on a tellement testé des choses, on a eu tellement de casseroles, autant capitaliser et faire gagner du temps peut-être à certains. Et Oana, une question. Quand tu dis ce qu'il ne faut pas faire, c'est en matière de RH, en matière de RSE, les deux, en matière de… Notre thème aujourd'hui, c'est vraiment sur la RSE et comment elle sert la marque employeur. Et la marque employeur, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui doit être visible. Et là, on a eu véritablement un temps de retard sur ce qu'on a mis en place. La RSE chez nous, déjà, elle ne s'appelle pas forcément RSE, elle s'appelle ADN. ADN étant la contraction de l'avenir dépend de nous. C'est une démarche qu'on a initiée déjà depuis 2014-2015. Applix, c'est une entreprise familiale. Aujourd'hui, c'est la 3e génération qui est à la tête de l'entreprise. C'est la petite fille du fondateur, Sandrine Pelletier, qui en est la PDG. Et le directeur général, Fabrice Villaran, donc, qui est son cousin Germain. Et quand elle a pris la tête d'Applix, autour de 2014-2015, elle a eu plusieurs gestes forts. Un, ça a été de fermer le site, enfin pas le site, de fermer le siège d'Applix qui était à Paris à l'époque, en disant que finalement il n'y avait que les fonctions régaliennes et la holding qui se trouvait à Paris, et l'idée était d'être au plus près de là où se crée la valeur, à savoir le site principal qui est au Cellier. Puis, elle a été moteur et elle a lancé donc cette démarche sur la RSE. Elle avait des convictions fortes, elle voulait marquer une nouvelle ère, entre guillemets, dans l'histoire d'Applix. Donc, elle a lancé cette réflexion sur la RSE, comment on est acteur de notre écosystème, aussi bien social qu'environnemental, économique, sur le plan local. Elle a été tellement enthousiaste au démarrage qu'elle a directement lancé une évaluation avec le label Lucie. Le label Lucie, c'est une certification qui est calquée sur l'ISO 26000. Et au bout de, on va dire, 2-3 jours d'audit, l'auditeur est gentiment allé voir Sandrine en lui disant vraiment, alors, c'est assez étonnant dans votre entreprise d'avoir autant d'engagement et de force au niveau de la gouvernance pour porter les sujets de la RSE. Mais alors, derrière, personne ne comprend rien à ce que ça veut dire déjà à la base, le pourquoi faire, où on veut aller. Puis, il y a en plus un peu de suspicion en disant ça cache quoi encore cette nouvelle lubie de la direction. Bref, clairement, Sandrine a dit stop, on arrête tout, on rembobine. Merci l'auditeur, on repart de zéro. Et puis, on a commencé à construire petit à petit. Déjà, première phase, ça a été tout le monde, ouvriers, agents de maîtrise, chefs d'équipe, cadres, etc. On a mis en place ce qui s'appelait les essentiels mixtes.
Les essentiels mix, c'est on a loué à l'extérieur dans un hôtel, voilà, des grandes salles avec des énormes tables couvertes de nappes en papier. Tout le monde s'asseyait comme il voulait et on encourageait, comme le nom l'indique, la mixité des équipes, de l'administratif, de l'opérationnel, etc. Et l'idée, c'est d'écrire sur ces nappes l'applique de rêve. Le monde idéal, c'était la liste du Père Noël. Allez-y, lâchez-vous tout ce que vous souhaitez voir dans l'entreprise idéale, l'entreprise acteur de son territoire, de la planète, l'environnement social, etc. Donc, on a eu une liste, enfin des listes, mais enfin bon, voilà, de souhaits. Et l'idée étant bien entendu de définir un pareto des thématiques qui ressortaient de façon récurrente. Et bien entendu, derrière, on a enclenché ce qu'on appelait les challenges ADN et les essentiels ADN, à savoir, pour chaque thème qui était ressorti, mettre en place des groupes mixtes encore de personnes, de collaborateurs d'Applixian, de différentes équipes pour travailler et mener ces différents projets. Une question, Anna. Ce processus a été piloté uniquement en interne? Vous avez fait appel à un cabinet, à des intervenants extérieurs pour mener ça? On était accompagné en effet par un cabinet extérieur. On a surtout besoin de médiateurs et d'animateurs neutres. Ok. Surtout qu'il y avait une réflexion sur tout ce qu'on voulait voir mis en place dans l'entreprise, donc toute une liste positive. Et puis, on a eu aussi toute une démarche avec des groupes de parole sur ce qu'on voulait voir disparaître ou changer. Donc, un petit peu les verbatims moins sympathiques forcément à entendre. Voilà. Et ces témoignages de salariés étaient collectés de façon anonyme? Justement, uniquement par les animateurs du cabinet qui nous accompagnaient à ce moment-là. Il n'était pas question justement d'avoir des personnes issues de l'entreprise. Et pour les groupes sur les verbatims, on était par contre, on était plus sur une approche mixte des échanges, on était plutôt sur des focus group de même niveau hiérarchique pour pas biaiser la libération de la parole sur les différentes thématiques. Okay. Alors, pareil, suite à ça, nous avons repris l'évaluation Lucie. On a pris les recommandations, on a été labellisé, c'est passé, et on a pris 100% des suggestions, idées qu'on pouvait avoir. Donc, c'est là où je dis, il ne faut pas faire. Non, non, non. Alors, c'est super, cet enthousiasme, cette envie d'y aller. Mais d'ailleurs, à ce moment-là, on avait même fixé à tous les collaborateurs, on a dans pas mal d'entreprises, on a ce qu'on appelle des objectifs et des primes sur objectifs qui sont primés en fonction de l'atteinte. Et on avait obligatoirement tous dans nos objectifs la participation à un groupe projet issu d'ADN. Oui, certes, mais ça s'appelle un sprint. Et puis bizarrement, ça montre comme après ça peut redescendre et c'est très compliqué de garder, parce que là je vous parle de ce qui s'est passé il y a 5-6 ans et sur la durée, c'est compliqué de maintenir cet enthousiasme, cette envie d'aller, en plus Covid et autres aléas de la vie sont intervenus. Donc, ça a été un moment d'euphorie, d'adhésion énorme. Mais au bout d'un an ou deux, ça s'est essoufflé. Il y a énormément de projets qui se sont mis en place, qui ont abouti. Les personnes sont retournées, entre guillemets, à leur quotidien. Et derrière, on s'est dit, parce que tous les 18 mois, on a une évaluation dans le cadre de notre labellisation. Et on s'est dit,
OK, comment on mesure la performance ou les avantages, les plus de ce qu'on a mis en place? Ça pouvait aller de tout, hein. Réaménager les salles de pause de façon cosy, Google, etc. Il y a eu ce que je ne supporte pas à titre personnel, mais ça n'engage que moi, vous faites chacun comme vous voulez, mais toute la partie baby-foot, salle de sieste ou autre, mais aussi des sujets de fond sur l'ergonomie au niveau des postes, sur la sécurité, sur le management de proximité. Aujourd'hui, on a aussi un autre projet qui est un vrai travail au niveau de ce qu'on appelle, nous, la démarche CAP, qui est le coaching des managers de premier niveau, à savoir les chefs d'équipe, superviseurs d'équipe. Comment capter les signaux faibles en amont et puis surtout comment on sait mesurer les signaux de reconnaissance et les retours sur tous les entre guillemets, suggestions qu'on peut avoir de nos collaborateurs. L'idée étant, c'est ceux qui font qui savent et comment on capitalise sur ce savoir et comment on s'assure qu'on fasse les retours nécessaires et qu'on en tient bien compte. Donc, c'est ça aussi la partie RSE qui est fondamentale pour nous. C'est vraiment le management, le quotidien de nos collaborateurs. Après, je me suis permise de dire tout à l'heure que je ne suis pas ressource, moi je suis c'est pour par rapport à notre politique RH, c'est un point qui me tient particulièrement à cœur. Après, il y a un petit parti pris du fait de ma fonction aussi. C'est qu'on n'est pas là pour exploiter des ressources qui peuvent, par définition, être épuisables. On est là pour prendre un capital et l'enrichir et le développer. Et le socle de notre politique RH est vraiment la formation. Et la formation, pas forcément la formation pour répondre aux évolutions technologiques de l'entreprise ou aux besoins en interne, mais vraiment sur l'employabilité des personnes. Vous allez penser que je suis un petit peu schizophrène au regard de comment on galère pour recruter, mais il est important pour moi que les personnes qui restent dans l'entreprise, elles restent pour les bonnes raisons, à savoir qu'elles sont motivées, qu'elles adhèrent au projet de l'entreprise, à X tout simplement. Et ce n'est pas parce qu'elles ont peur de ne pas trouver ou de ne pas se repositionner sur le marché de l'emploi. En ce moment, il n'y a aucun problème dans notre là-dessus, ça, il n'y a aucun souci. Néanmoins, c'est important aussi de reconnaître l'acquisition des compétences qu'elles ont pu avoir au sein d'Applix. Donc, on a énormément, enfin, on mixe sur le plan de développement de compétences, une part importante des formations diplômantes ou des CQP qui permettent de reconnaître les compétences acquises pour justement avoir ce diplôme pour des personnes qui parfois n'ont pas forcément souhaité aller faire des études ou décrocher des diplômes divers et variés et avoir cette renaissance-là. Et c'est en ça, moi, je dis, ça fait rire souvent mes collègues parce que je dis ça à tout le monde, je dis, l'objectif aujourd'hui, on n'est pas tous Dalida, on n'a pas envie de mourir sur scène. L'idée, c'est que quand on est là, on est dans la performance, dans la motivation. Je dis toujours, il y a deux composantes dans la performance. C'est la motivation et la compétence. La compétence, c'est à nous de la porter. La motivation, faut l'alimenter dans le temps. Et c'est de là où vient la performance. Quand la personne, pour des raisons, et aujourd'hui avec les millennials, on en a parlé tout à l'heure, tous les jeunes, moi aujourd'hui, comme on nous a dit, on a des équipes techniques très fortes pour développer nos lignes, pour être en R&D sur la recherche avancée, etc. Et aujourd'hui, on est clair avec nous et on mise sur les personnes pour 5 ans maxi. Aujourd'hui, les jeunes sont clairs, ils veulent des projets, ils veulent apprendre en permanence, ils veulent les stimuler. Et c'est donnant-donnant. Je pense qu'en tant qu'entreprise, on est dans un écosystème où on embauche des personnes qui ont pu apprendre, faire des apprentissages, développer des compétences dans une autre entreprise. Quand la personne part de chez nous, on l'a enrichie, mais ça
ça alimente, entre guillemets, un cercle vertueux. Et il ne faut surtout pas… mes équipes de recrutement, si elles le vivent comme un drame à chaque fois qu'il y a une démission, ce n'est pas la question. Mais il ne faut surtout pas lésiner sur la formation et sur les moyens qu'on donne aux gens, en effet, d'être performants et améliorer de fait aussi leur employabilité sur le marché. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, ça c'est pour la formation. Et puis par rapport à l'environnement. Aujourd'hui, la réalité, c'est que nos produits, on est sur la convention collective des industries textiles. Ce n'est pas en chiffre d'affaires l'activité textile qui représente le plus dans le business, c'est notre convention historique. Néanmoins, c'est la plasturgie, non plus l'activité. Donc, on travaille sur le plastique. Donc, on travaille sur des produits issus de la Enfin, vous voyez, du pétrole. Pétrochimie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. Donc, clairement, il faut être cohérent avec nos valeurs, nos engagements. Et si on parle RSE, on se doit d'avoir une vision très claire sur notre impact environnemental et la trajectoire de réduction de cet impact sur les années à venir avec des actions fortes sur ces points-là. Donc, on a des comités énergie parce qu'on a aussi énormément d'eau, par exemple sur la teinture qu'on utilise des fois. On a des cols qui peuvent intervenir de certains produits qui font qu'ils ne sont plus recyclables forcément parce qu'il y a un mix produit qui gâche le processus de recyclage. On a aussi, du fait de l'extrusion plastique, des températures, donc des énergies qu'on consomme. Donc, il y a énormément de thèmes aujourd'hui et c'est là aussi on a cette force de travailler avec les équipes d'innovation sur les processus. On invente les lignes qui produisent nos produits. Donc, l'idée, c'est de produire des produits avec le plus faible impact carbone en termes de matières premières et de sourcing de cette matière première et de recyclabilité, voire des produits compostables. On travaille pas mal avec des fabricants aujourd'hui. Un des marchés principaux chez nous, c'est la couche-culotte. Vous savez, les petits bitonnus qui viennent permettre de fixer la couche-culotte sur le bébé et réajuster au cas où on s'est planté ou on l'a positionné. Donc, nous, on produit ce qu'on appelle la bande de devant. C'est là où il y a la petite montgolfière, le petit nounours. Bon, c'est la bouclette, quoi. Et le crochet plastique, il vient s'accrocher dedans et la bande stretch qui est sur le côté. Donc, on travaille avec les fabricants de couches-culottes parce que les bébés, ça pollue. La couche-culotte aussi, pas mal. Enfin, ce n'est pas le bébé qui pollue, c'est surtout les annexes autour du bébé qui polluent. Donc, on travaille sur des couches-culottes compostables, voire 100% recyclables. Et avec les alchimistes, enfin, c'est une association, on a aujourd'hui des pistes plus que sérieuses pour aboutir très rapidement sur ce thème-là. Maintenant, il faut encore accompagner le public pour qu'il soit prêt à avoir un produit qui ne soit pas forcément blanc éclatant, un peu jaune certes, mais tout aussi efficace. Une question, Anna. Vos clients sont essentiellement des clients B2B, je présume, ou 100%? Exclusivement. Exclusivement B2B. Et est-ce qu'au niveau de vos clients, vous avez des nouvelles exigences justement sur ces questions RSE, environnementales? Oui, non? Alors, je vais gâcher un petit peu la fête. Ouais. On pense que forcément les nouvelles générations, donc les jeunes parents d'aujourd'hui, sont particulièrement concernés, voire militants sur les questions d'environnement. Oui, les jeunes avec qui on travaille et qu'on fréquente partout, mais ce n'est pas forcément eux qui achètent le plus de couches. Aujourd'hui, nos marchés sont plus en Asie, en Afrique, par ailleurs. Et le prix est l'enjeu principal. Après, il y a aussi tous les parents qui, comme je vous disais,
veulent que ce soit plus blanc que blanc, plus doux que doux. Et finalement, ça vient de plus en plus aujourd'hui avec des très grands noms de fabricants de couches culottes qui veulent avoir leur gamme absolument éco-friendly, avec qui on travaille, mais la demande n'est pas forcément encore suffisante pour inverser totalement la tendance, mais on se doit d'être absolument prêt et dans les starting blocks avec des produits validés, testés et très matures pour pouvoir faire face à une demande, on l'espère, constante sur cette partie-là des gammes. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la partie environnementale? C'est aujourd'hui vraiment le cœur de métier et c'est vraiment là-dessus aussi où on a la chance de pouvoir, grâce à notre démarche RSE, attirer des jeunes ingénieurs. On a des équipes techniques, comme je vous ai dit, très importantes. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo qui circule des derniers diplômés d'AgroParis. Ça a fait pas mal le buzz, ouais, effectivement. Et ben, je ne peux que respecter et entendre cette exigence des nouvelles générations. Et c'est cette chance-là de pouvoir vraiment les faire travailler à fond sur ces genres de sujets chez nous qui les motivent aussi à nous rejoindre et qui nous permettent en effet de capter des très beaux talents. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce qu'il ne faut pas faire et s'améliorer. Partir tout feu, tout flamme et tout vouloir faire la même année en même temps. Ça épuise les gens et puis ça fait retomber le soufflet et 2-3 ans après, ça fait le fou. Donc, il faut remotiver à chaque fois la locomotive et mieux vaut. C'est important parce que quand tout le monde travaille sur plein de sujets en parallèle, bah, tout le monde se concentre sur le projet sur lequel il est et on perd de vue tout ce qui est fait en parallèle. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la communication, la valorisation des actions, on a été hyper mauvais. Déjà, parce qu'on n'avait pas la culture. On a fait quand même, pour vous dire un petit peu l'anecdote, il y a eu un comité de direction pour valider si on voulait ou non, et ça c'était en 2018 par là, si on était OK pour avoir une page LinkedIn. On était à ce niveau-là de est-ce qu'on veut vraiment s'ouvrir ou pas sur le monde extérieur et communiquer sur ce qu'on fait. Donc, on venait de loin sur notre communication. Pareil, on était très contents que les projets arrivent et aboutissent, mais où on oubliait de communiquer sur ce qui était fait et les gens n'étaient pas au courant de comment avait progressé tel et tel sujet. Finalement, c'est bien après qu'on a vraiment une réflexion de fond sur notre communication interne, éventuellement sur les posts qu'on peut faire sur les réseaux ou autres. C'est aussi grâce à la DPEF, vraiment la DPEF nous a aidé à structurer, à mettre en forme, à bien vraiment communiquer et à développer aussi cette fierté sur tout ce qui est fait en interne. Donc ça, communiquer sur les actions en interne. Et puis, comment on s'est rendu compte que ça marche ou pas? Vu qu'on n'avait pas forcément fait un sondage en interne ou autre, bah pour tout vous dire, c'est dans la difficulté qu'on voit véritablement les résultats. Et nous, ça a été une révélation, c'est le premier confinement. On a eu énormément d'entreprises autour de nous dans le bassin d'emploi qui ont eu des droits de retrait, des gens qui ont disparu légitimement au regard de l'appel du gouvernement, qui ont disparu pour se confiner chez eux sans donner de signe de vie, etc. Or, nous, on est un site de production, on produit. Alors, le télétravail, c'est formidable, mais en ce qui nous concerne, ça se limite à moins de 20% de l'effectif. Et en attendant, comment on regarde nos collaborateurs qui, eux, tous les matins, prennent leur voiture, toute la famille dort ou les regarde d'un regard accusateur, tu vas sortir à l'extérieur, là où il y a le microbe, au risque de contaminer tes enfants, ta famille en revenant le soir.
tout ça pour un job. Et ben, ils étaient tous là. Et c'est pas plus mal parce que, comme je vous ai dit, on travaille sur les marchés des couches-culottes. Je ne sais pas si vous vous rappelez des images des supermarchés et des rayons sur le papier toilette, les produits de toilette en général. Et il se trouve aussi les couches-culottes parmi tant d'autres. Donc, on avait une demande exponentielle de la part de nos clients. Il était très important pour nous de pouvoir répondre positivement à ces demandes-là parce que forcément, c'est comme tout, si ce n'est pas nous, ça sera d'autres. Et on a eu une présence massive de nos collaborateurs. On peut s'imaginer, on a la chance d'avoir une parité quasi parfaite nous, entre les hommes et les femmes dans l'entreprise. Et on peut se dire, ah, mais avec les enfants, etc., les gardes d'enfants. Et on a eu des personnes qui ont fait preuve de plein d'astuces et d'imagination pour vraiment s'organiser. On avait des personnes des contrôleurs de gestion qui étaient avec des clés à molette en train de monter des ensouples de fils sur les lignes de production. J'avais mes collègues qui étaient sur ligne le matin à 6 heures pour démarrer en ligne de production. Donc, on a eu une mobilisation et finalement, on s'est dit, c'est vraiment là finalement. C'est pas dans les jours, entre guillemets, de vaches grasses où tout va bien. C'est quelle est la capacité de nos collaborateurs à se mobiliser pour l'entreprise, là où ça devient vraiment compliqué. Et on a aussi une pression très forte de l'extérieur pour dire, arrête les frais, c'est du grand n'importe quoi. Et là où finalement on s'est dit, il y a peut-être un vrai enjeu de communiquer aussi sur notre démarche RSE et tout ce qu'on fait aujourd'hui chez Applix, c'est finalement de façon, il se trouve que totalement par hasard, on m'a sollicité pour intervenir lors du premier Social Change qui a eu lieu, je ne sais même plus, il y a quelques années à Nantes. Et bon, j'étais intervenue pour expliquer un petit peu comment c'est construit, comment on a démarré notre démarche. Et dans les 2 jours qui ont suivi la participation au Social Change, on a eu un pic de fréquentation de notre page recrutement sur notre site internet avec des candidatures, mais waouh! Et là, on a dit, ah, finalement, ce n'est pas juste une histoire de fidélisation ou le fait juste de faire des choses parce qu'on a des convictions et qu'on a envie d'être d'accord avec le sens qu'on veut à notre travail. On peut véritablement faire un mythique avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous et se retrouver pour le recrutement. Maintenant, j'arrête la version piou-piou les petits oiseaux, c'est formidable. Parce que ce n'est pas forcément la recette unique du bonheur. Non, ce n'est pas qu'avec notre communication sur la RSE, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et aujourd'hui, notre enjeu, c'est principalement sur la production. Pour tout vous dire, j'ai une trentaine de postes qui est ouvert depuis un bon bout de temps en CDI, avec des parcours certifiants de formation en interne. Et ça ne se bouscule pas, je n'ai pas la queue là devant l'usine. Bon, le message est passé, Oana. Je ne sais pas si on a des candidats dans cette salle virtuelle, mais s'il y en a. Je dis juste qu'il faut être conscient que la RSE ne répond pas aux attentes, aux ambitions de tout le monde. Ouais. Et on a su avoir cette humilité-là. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, nous avons quitté le label Lucie. On a voulu se challenger un petit peu et on est allé sur l'évaluation de l'AFNOR évaluée RSE. On a eu la chance de certifier RSE. On a eu la chance d'être certifié niveau exemplaire, qui est le niveau le plus haut. Mais fondamentalement, aujourd'hui, je vais être honnête, on fait un baromètre social, l'engagement environnemental de l'entreprise et RSE. On a des commentaires parfois assez acerbes en disant, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ça, le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, sur une certaine partie des gens, c'est pas forcément
inquiétude quotidienne Après, aujourd'hui. oui, il y a la question environnementale, mais je pense que ça intéresse les gens aussi, le volet social et le volet gouvernance, comment l'entreprise est gérée, comment elle est managée. Mais il y a des écarts entre les catégories socioprofessionnelles sur Ok. qui accorde tant. On a par exemple, si je prends par exemple aujourd'hui les questions qui intéressent principalement, et c'est là où on a dit on arrête de parler RSE général. Mm. Et quand on a été évalué et que les auditeurs sont venus, ils ont fait un sondage dans les ateliers un peu partout en disant est-ce que vous pouvez me dire exactement ça veut dire quoi les trois lettres de la RSE. Autant dire que on a eu plutôt une mauvaise note sur ce point-là, mais on a dit est-ce que c'est vraiment ça qui nous intéresse? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de faire un cours académique sur la RSE? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient conscients des efforts et des, moyens, des actions qui les intéressent. Et est-ce que les actions qui les intéressent, bah, l'entreprise les a entendues et a mis des actions en face? Aujourd'hui, moi, un opérateur lambda, ce qui l'intéresse premièrement, bah, il est très clair, hein, son salaire, la Mm. redistribution de la richesse de l'entreprise, l'ambiance, la relation qu'il a avec son manager et avec ses collègues, l'ergonomie, la sécurité, je vous l'ai déjà dit, et de quelle façon on peut l'accompagner dans ses formations et le développement de ses compétences. Et basta. Alors oui, tant qu'à faire, il n'a pas envie d'avoir honte de travailler dans une entreprise polluante ou autre, mais dans son quotidien, au jour le jour, ce n'est pas forcément ça qu'il va demander en premier lieu sur son poste. C'est là aussi où je disais, par contre, si je rencontre un jeune ingénieur que je veux embaucher pour la R&D, parler du fait que nous, on travaille, par exemple, sur le bilan carbone, l'obligation est sur un scope 2. Nous, on a fait un scope 3 avec un Mm. et l'idée étant de travailler sur les ACV de nos produits. Là, ça lui parle. Là, ça répond à quelque chose qu'il peut vivre et sur lequel il sent qu'il a un levier direct du fait de sa fonction et Mm. le capter. Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir aussi l'humilité de dire on fait des trucs super, mais il faut adapter aussi aux personnes pour que ça leur parle, pour que dans leur quotidien, au jour le jour, bah, ça ait de l'impact. Et il ne faut surtout pas négliger des pans chez nous, par exemple, le coup du passer, dire bonjour. Alors, il y a quelques temps, c'est serrer la main, on oublie complètement ça. Bah, ça, pour eux, ça voulait dire management bienveillant. Alors, nous, on Mm. n'est plus sur des choses, sur des baromètres sociaux, des questionnaires. Non, 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 non. Si rien que le big boss passe pour nous dire bonjour et demander des nouvelles du petit dernier, pour eux, c'est un vrai signe de reconnaissance, de respect et de considération. Donc, et il ne faut pas forcément dire que oh, ces valeurs négligeables, ce n'est pas important, vu qu'à côté, on fait des choses tellement formidables, parce qu'il faut considérer tout le monde, surtout et avant tout. Puis nous, on n'arrête pas d'avoir un vrai discours très fort sur, rappelez-vous, qui travaille au quotidien pour être créateur de valeur dans l'entreprise. Donc, puis après, on parle de la RSE pour capter les gens. Alors, il y a des gens qui me disent, est-ce que vous le faites pour... alors, nous, on le fait entre guillemets, je ne peux pas dire qu'on le fait de façon, comment dire, intéressée, parce qu'initialement, on n'avait pas forcément vu que ça pouvait nous servir. C'est venu après, on a appris de nos erreurs sur cette partie-là. Mais par exemple, dans la RSE, on est signataire de la charte diversité. Et voilà, ce sont des sujets qui personnellement me tiennent particulièrement à cœur, que ce soit la diversité, le handicap, l'égalité femmes-hommes. C'est des sujets qui me parlent beaucoup et qui, pour le coup, j'ai la chance d'avoir une PDG femme dans un monde industriel. J'ai une directrice industrielle aussi, autant vous dire que ça peut dénoter aussi. Donc,
c'est cohérent et j'ai des beaux exemples pour porter ces sujets-là. Mais en dehors des convictions et du côté militant, je me dis, mais quand on galère pour recruter, se permettre le luxe de vouloir faire de la discrimination entre femmes, hommes, ou j'aime pas tel ou tel quartier, ou par rapport à l'âge, non, mais on est en zone de plein emploi, il n'est pas question qu'on rentre sur ce type de discours. Et oui, heureusement que notre intérêt en termes de recrutement et de captation de clients, bah, ça vient aussi rencontrer en effet d'autres engagements de conviction militants par ailleurs. Et ça va ensemble. Initialement, par exemple, on travaillait bien avant qu'on rencontre nos difficultés de recrutement qui là, datent depuis le confinement, comme pas mal de gens. Avant, on travaillait avec Break Poverty. Break Poverty, c'est la dotation d'activité territoriale. C'est pour travailler auprès des jeunes pour travailler contre toutes les discriminations liées au quartier, au milieu défavorisé, pour l'égalité des chances pour tous. Et c'est le mécénat de compétences. Oui, on a un engagement sur le territoire, etc. Mais ça nous sert aussi en termes de vivier de compétences pour l'avenir. Oui, ça prend du temps aujourd'hui, mais par exemple, il y a 2 ans, on a multiplié par 10 le nombre de nos apprentis. Initialement, on s'est dit, parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, on avait pas mal de salariés dans l'entreprise qui nous faisaient coucou en 2020 parce que leur fille, enfin bref, dans leur famille, ils avaient un enfant qui avait perdu son apprentissage parce que l'entreprise avait fermé ou à cause du confinement, ne pouvait plus l'accueillir. Alors qu'initialement, ils s'étaient engagés à les accueillir. Donc nous, on a dit, on dépanne, allez, on prend, pas de souci. On a accueilli tous ces jeunes-là et puis en bout de course, ça nous a créé un vivier de compétences formées qui connaît très bien l'entreprise et pour aboutir sur des recrutements très intéressants à la suite. Donc, l'autre sujet, c'est quand on le fait, faut le faire pour les bonnes raisons, pour que ce soit sincère. Parce que alors le retour de bâton, je pense que faire du greenwashing ou faire une RSE pour capter et que derrière, avoir les périodes d'essai, le taux de réussite, ça risque d'être assez compliqué et très vite. Parce qu'on sent derrière qu'on ne s'est pas porté non plus par les autres et partagé et c'est juste lors de l'entretien d'embauche. Ok. Oana, il est 13h45, donc ce que je propose… Non, il y a plein de choses, hein, je sentais bien qu'il y avait beaucoup de sujets, que tu avais envie de les partager avec nous. Ce que je propose, c'est que les participants nous passent leurs questions soit par écrit pour les plus timides, soit prennent la parole pour interroger Oana sur les sujets abordés, voire sur d'autres sujets. Avez-vous des questions? Sinon, moi, j'en ai quelques-unes en stock. Il faut ouvrir le bal, ça va faire… Ouais, moi j'ai une question en fait sur le bilan. Tu as parlé tout à l'heure d'une mise en place de la nouvelle politique RSE à partir de 2017, je crois, c'est ça? Donc là, on a 5 ans à peu près de temps de mise en place, des retours d'expérience. Il y a eu une phase Covid pas forcément facile à gérer qui a pu impacter aussi votre feuille de route. Quel bilan tu fais sur le plan qualitatif et sur le plan des indicateurs par rapport à ce que vous étiez fixé au départ? Alors, notre démarche aujourd'hui, elle est portée par la coordinatrice RSE et comme son nom l'indique, sa fonction, c'est véritablement un chef d'orchestre. Notre plan d'action RSE, il est décliné sur toutes les directions. Tous les membres du CODIRA doivent avoir sa propre feuille de route RSE. Les achats, forcément, ils représentent en bilan carbone l'impact le plus important pour Applix. Donc, ils ont leur feuille de route, la R&D, le commerce, marketing, etc. Donc, à ce jour, on a la chance, on est à plus de 86% de notre feuille de route qui est aboutie, des actions qui sont soldées.
Et c'est bien ça notre problème, et on en parle souvent avec Maëva, donc, qui est en charge de la RSE, c'est comment apporter un nouveau souffle, redynamiser, parce que comme j'ai dit, on est pas mal parti tout feu, tout flamme au début, avec énormément d'enthousiasme, et on a pas mal avancé, et aujourd'hui, il faut maintenir cette dynamique. Ce qui est bien, c'est que la notion RSE aujourd'hui est intégrée dans toutes les prises de décision. Par exemple, sur ce qu'on appelle les A3 projets, enfin, les feuilles de projet, Ouais. on a des critères, des coefficients RSE de cotation, impact social, sécurité, environnement, qui sont totalement intégrés dans les prises de décision. Donc ça, c'est bien, ça veut dire qu'on est à un niveau de maturité où on ne se pose même pas la question, ça vient naturellement. Par contre, les gens sont demandeurs de projets, d'être alimentés parce qu'aujourd'hui, on est loin, loin, loin de la neutralité en termes d'impact. Donc, voilà, il faut surtout ne pas décourager les bonnes volontés qui veulent se mobiliser et s'engager parce qu'on est tous… Alors, une question par rapport à cette neutralité souhaitée, elle est comment votre trajectoire? Alors, on peut parler carbone, hein, mais… 50% d'ici 2030. D'accord. Bon, le dernier bilan carbone, c'est bien, on a fait -15. Ok. Mais on se dit que c'est biaisé aussi par rapport à la situation Sanitaire. Exactement. Donc, on va regarder si ça se maintient. Mais tous les ans, on a par exemple, aujourd'hui, notre enjeu principal, c'est le coût des matières premières. On en souffre énormément. Donc, comment aujourd'hui, on a toute une réflexion, aussi bien sur les énergies, sur la consommation d'énergie que sur les matières premières. Et on est très, très, très boosté, motivé et poussé par les coûts. Qui viennent bien nous chahuter au niveau du business. Et là, ça nous donne un vrai coup de boost pour avancer sur les projets qu'on a pu parfois laisser de côté et qui ont un impact direct sur notre trajectoire carbone. Et cette année, on pense encore bien pouvoir améliorer les choses à ce niveau-là, boosté aussi par l'environnement économique. Une question justement sur ce point des énergies que tu évoques. Donc, tu as dit en introduction que vous êtes dans la plasturgie. Donc, je comprends qu'une grosse partie de votre matière première, c'est à base de pétrole. On est d'accord, ou d'énergie fossile. On peut raccourcir. On peut dire ça. Comment est-ce que, dans ce cadre-là, vous réussirez demain, c'est peut-être du long terme, hein, c'est sans doute du long terme ou du très long terme, mais à faire vos produits sans apport de pétrole? Alors, il y a l'énergie d'une part, mais il y a aussi la matière première. Totalement arrêté. Comme je disais, on est aussi en train de travailler et développer des gammes complètes sur du PLA qui est biosourcé. On a des réflexions aujourd'hui, on n'est plus sur comment, par exemple, avoir les mêmes performances, la même perception qualité client avec des grammages moindres, avec des mix matières qui peuvent impacter la recyclabilité des produits. Donc aujourd'hui, on travaille aussi sur le fait de ne plus venir du pétrole, mais venir du recyclage directement de nos propres rebuts ou produits qu'on peut récupérer par ailleurs. Donc on a plusieurs chantiers en même temps. Maintenant, c'est pas parce que ça ne vient pas du pétrole et que c'est biosourcé que c'est forcément avec un impact carbone positif, forcément. Ok. Y a-t-il des questions? Je suis gêné de faire que poser des questions, ou des remarques. Surtout. Il y en a forcément. Alors moi, bonjour, c'est Isabelle. Moi, je voulais Bonjour juste Isabelle. vous remercier. Effectivement, non, c'est un témoignage très intéressant. Je n'avais pas de questions parce que vous avez été clair. Je voulais juste vous remercier pour ce témoignage qui était intéressant, riche et puis concret. Donc, c'est ça qui est bien aussi. Désolée, c'est parti un peu dans tous les sens.
Mais il ne faut pas hésiter s'il y a des questions particulières sur des thèmes. Moi, je vais compléter. Vous êtes très agréable à écouter. Moi, je vous remercie. Alors, il y a quelques années, j'avais été très déçu par la RSE parce que je trouvais que ça se bloquait enfin, ça se limitait à tout ce qui était écologie, ce qui est important, mais je trouvais que l'entreprise, il y avait vraiment un terreau au niveau écologie humaine. Et là, je vois vraiment que vous avez abordé ce sujet et je suis heureuse de voir cette évolution. Je pense que voilà, l'écologie, c'est vraiment un tout. Il y a à respecter la nature, voilà, mais aussi il y a à respecter l'humain et voilà, on peut pas avoir une entreprise qui veut faire que de l'écologie mais qui respecte pas l'humain au sein de l'entreprise, ça marche pas non plus. Et je suis vraiment contente d'entendre ce que vous avez dit en fait. On appelle la RSE est construite sur 3 piliers. Ce qu'on appelle les 3 P, c'est population, désolé, profit et planète. Et on dit que s'il y en a un qui est moins, bah, il y a tout le bâtiment qui tombe. Donc, s'il n'y a plus de profit, bah, il n'y a pas d'entreprise, c'est pas la peine. Voilà, on n'est pas non plus une association dans 1901, hein, on est très clair. Si on n'a pas de personnes pour faire tourner l'entreprise, c'est pas la peine non plus. Et en effet, si la planète bah, n'est plus là pour nous porter, donc c'est vraiment cet équilibre et ça revient dans toutes nos communications. La RSE, c'est surtout 3 piliers qui doivent être équilibrés et ne pas négliger l'un par rapport à l'autre. Et je vous rejoins. Merci. Moi, j'aurais une dernière question, Oana. Enfin, peut-être pas la dernière, allez, je vais dire avant-dernière. Je vais en garder une dernière au cas où. Sur l'international, par rapport à cette politique d'entreprise, RSE, RH, comment ça se décline? Vous avez des sites de production ailleurs, avec des partenaires internationaux? C'est pas partagé. C'est un axe stratégique du groupe qui okay. Tout le monde est 14 001 par exemple sur l'environnement et 26 000, on est en France et aux États-Unis et on est en train de le déployer au Brésil et en Chine. Maintenant, on n'a pas du tout les mêmes leviers et le même niveau de maturité. Je prends un exemple un peu schématique. Quand on parle avec les États-Unis sur les actions, sur la sécurité, prévention, tout ce qu'on peut mettre aujourd'hui en place. Moi, par exemple, la grande action de l'année, c'est que l'entreprise finance un 2e bilan dentaire par an à ses salariés. Chouette, mais on ne peut pas le comparer avec la France où on a une sécurité sociale, un système de mutuelle qui était tellement intégré. Donc, il faut avoir là aussi une démarche cohérente menée par tous, mais il faut savoir que les leviers et les demandes et attentes des collaborateurs ou de l'environnement local ne sont pas les mêmes. Par exemple, typiquement, si je prends la Chine peut, enfin, je ne peux pas parler là parce que les pauvres, ils viennent de sortir de 2 mois de confinement plus qu'à Shanghai où c'est très compliqué. Mais par exemple, ils peuvent avoir une politique sur l'environnement et sur les déchets et les émissions extrêmement autoritaire. Et là, on n'est plus dans une démarche volontaire d'engagement et de faire adhérer les collaborateurs. Non, c'est l'entreprise applique en dur. On a pu le voir par rapport aux Jeux Olympiques où il ne fallait plus qu'il y ait 1 gramme de pollution dans l'air. Mais on n'est pas… Enfin voilà, il faut savoir s'adapter. Et par exemple, sur la formation aussi. La formation, on n'a pas du tout les mêmes logiques, la même définition de ce qu'est une formation selon les pays. Nous, par exemple, en France, on met comme principe qu'une formation ne peut pas être inférieure à 4 heures. Sinon, c'est une information. Je pense que je pose comme critère à mes collègues quand on parle de la formation. Par contre, dans d'autres pays, c'est totalement intégré et c'est un effort important pour eux, pouvoir libérer 2 heures, les mettre dans une salle, etc. Et c'est un événement fort qu'ils veulent pouvoir valoriser et communiquer. D'accord, ok. C'est très clair, merci. Il est 13h56, donc on peut prendre une dernière question. Et sinon, nous clôturerons ce webinaire. Pas d'autres questions? Non?
Voilà, je remercie vivement Oana d'avoir Merci à vous. animé ce webinaire passionnant. Merci encore pour tous tes éléments et puis pour ton enthousiasme à partager tout ce que vous faites chez Applix. À très bientôt à tous ceux qui suivent notre club Impact Positif et puis une très bonne après-midi. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup.